C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT, CapGPT, CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le CapGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, du super concret, on a avec nous Jérémy Ravenel qui est CEO, président de et fondateur en fait de nas.ai, qui est une plateforme de données qui à la base voulait automatiser les processus de données dans les entreprises grâce au notebook Python et qui de plus en plus fait, je dirais pas un pivot, mais prend une tangente évidemment vers l'IA qui est dans nos vies à tous. Et donc, pour un petit peu de contexte, j'ai été bénévole ou développeur open source chez NAS. NAS a un éventail incroyable de code open source, de notebook open source, donc un peu des templates, des modèles de code de Python pour aller se connecter avec des data. Donc, c'est hyper intéressant leur base de données où en fait, c'est sur GitHub pour les connaisseurs, mais ça permet d'être connecté avec plein de données. Et aujourd'hui, si tu veux connecter avec ces données-là, plus l'IA, ben, ça fait une solution qui est extrêmement puissante. Donc, Jérémy nous partage nous partage son entreprise. Donc, on discute de comment son entreprise aide les startups, les PME à prendre extrêmement de vitesse grâce à leur solution open source qui est aussi, en fait, qui nous permet aussi d'héberger nos codes de Python et de les rouler de manière planifiée, ce qui est extrêmement puissant. Donc, si vous avez envie, en fait, de connecter de plus en plus vos données avec une plus grande flexibilité, là, c'est un peu comme un Zapier, mais ultra flexible avec Python, qui nous permet d'utiliser des trucs qui sont déjà faits. Ce que je vous disais du open source, c'est aussi un environnement low code en Python avec les librairies de NAS. Ça a l'air très technique comme ça, mais ce n'est pas si technique cette discussion. C'est seulement vraiment intéressant sur son point de vue par rapport à ce qui s'en vient avec l'IA et les données dans le futur. Donc, sur ce, je vous dis bon épisode! Ça va et toi? Ça va Ça très fait bien, plaisir merci. de Ben oui, prendre ce moment avec toi. ça fait aussi plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Je pense qu'on peut commencer par explique-nous rapidement NAS pour mettre tout le monde à niveau là. Ouais, avec plaisir. Alors, NAS, c'est né d'une frustration, enfin, de ma frustration en tant qu'analyste financier dans des grands groupes français, j'en ai fait deux, où je passais mon temps dans Excel et VBA et je n'étais pas satisfait par cette suite d'outils. Et donc, j'ai commencé à travailler dans les notebooks. Et le N de NAS, ça veut dire notebook. C'est-à-dire notebook as a service. Donc, Est-ce que le tu as peux a service, expliquer pourquoi? le notebook pour les gens qui Bien seraient sûr, pas bien sûr, pythoniques? le notebook, c'est un document interactif qui est un peu un mélange entre un Excel et un Word, où on a des cellules, les unes à la suite des autres, où on peut écrire du texte et du code et exécuter ce code. Ça veut dire que, en gros, ce que on fait quand on est en entreprise où on écrit les spécifications techniques dans un document Word, qu'on envoie ça à des développeurs, que les développeurs écrivent un script en Python qu'on peut pas lire, eh ben, ça limite ça. Ça permet d'avoir le document textuel et le document code dans le même euh, ensemble. Et donc, c'est hyper pratique parce que du coup, tu peux documenter ce que tu fais et aussi exécuter du code. Et donc, c'est super transparent pour faire de la data. Tu peux vraiment bien traquer ce que tu fais. Et donc, j'ai trouvé ça fantastique. Quand moi, j'ai trouvé ce nouveau type de document, je connaissais que Excel ou Docs. Ben, je me suis dit, ouais, ça, ce notebook-là, c'est incroyable. Ça va me permettre de documenter mes procédures, donc de faire ce que je faisais dans les docs, mais en plus d'avoir le script du développeur avec qui je travaille dans le même endroit. Et au final, je me suis mis à écrire moi-même le code. Et donc voilà, ces notebooks, ça a été inventé il y a presque une dizaine d'années par des scientifiques, c'est de plus en plus utilisé. Enfin,
c'est quasiment le document de base de pour commencer tous les workflows de data science, quoi, toutes les explorations de données. Et les gens, ils commencent dans les notebooks Ouais. et puis après, ils passent dans des scripts Python et puis après, ils déploient ça dans des serveurs. Et justement, donc, pour en revenir à NAS, Notebook as a Service, on a réduit les frictions qu'il y a entre le moment où tu commences à faire ton notebook et le moment où tu le déploies pour que ce soit une automatisation, que les gens puissent bénéficier du script qui a été écrit dans le notebook. Parce qu'aujourd'hui, tu dois quand même avoir des connaissances techniques pour déployer ce script dans des serveurs, pour le monitorer, pour t'assurer que ça fonctionne tout le temps, voilà. Et donc, moi, j'avais pas la capacité à l'époque de comprendre comment faire tout ça. Et je voulais juste solutionner mes problèmes business, quoi. Je voulais juste que le notebook que je trouvais fantastique comme document, bah, je pouvais en faire une automatisation pour pouvoir, par exemple, automatiser un rapport d'envoi quotidien des positions de trésorerie de la société pour laquelle je travaillais à l'époque, qui récupérait des données de une base de données SQL et un outil SaaS en API. Et donc ça, je voulais m'envoyer un email tous les jours qui me donne aussi le forecast, donc de rajouter avec un peu d'algorithmie et de régression linéaire, bah, une courbe avec l'actuel et le forecast et commencer à faire à faire de l'analyse prospective des données, quoi. Donc ça a été un gros challenge technique pour nous de développer ça. On s'est inspiré de Netflix à la base, qui a utilisé ces notebooks-là et qui utilise aussi en interne ces notebooks-là pour cette manière de faire des notebooks et des automatisations grâce à un autre logiciel qu'on appelle Peppermill. Et donc, bref, l'idée, c'est ça, c'est Notebook as a Service. Donc, permettre à des gens qui sont des business, qui connaissent un petit peu le Python, d'automatiser leur workflow depuis des notebooks sans avoir de grosses compétences en DevOps, quoi, en sujet de gestion d'architecture des serveurs et tous ces trucs qui sont plutôt compliqués. Donc, ça a commencé comme ça, NAS. Et donc là, Si je on a peux, lancé le projet. si je peux faire un petit point là-dessus pour expliquer c'est quoi Bien sûr, aussi la vas-y. problématique, c'est que là, les gens commençaient à faire des notebooks et là, tu avais des rapports à rouler et là, tu avais genre 28 000 notebooks différents qui traînaient sur tout ton ordinateur et là, le matin, tu en roulais un, tu roulais l'autre. Tu sais plus quelle version parce qu'on utilisait souvent pas Git aussi au début, là, qui est un truc pour, Oui. suivre les versions. Et tu copiais ton notebook pour faire autre chose. J'ai vu justement ma copine était vraiment là-dedans, elle a commencé à utiliser les notebooks pour automatiser en finance là, des rapports. Mais là, tout le monde, tu copies un notebook pour faire autre chose, puis tu veux faire un truc un petit peu différent. Et après ça, comme tu dis, c'est très, très difficile. En fait, presque, d'après moi, c'est plus difficile d'automatiser un notebook sur le cloud aujourd'hui que peut-être un script Python classique dans un Docker. Donc, il y avait C'est ça. il y avait un C'est le gros besoin qu'on a challenge à essayé ce niveau-là, ouais. C'est ça. C'est exactement ça qu'on a essayé de tacler en premier, quoi. Donc, pour faire ça, on a créé des formules low-code que tu mets dans ton notebook et qui te permettent d'automatiser le notebook. Donc, nas.scheduler.add, et puis il y a une formule qu'on appelle le cron qui permet de dire bah, tous les jours à 9 heures avec étoile, étoile, 9, ça te permet de faire tous les jours à 9 heures. Donc, on a commencé par ça. C'est la première couche d'abstraction qu'on a rajoutée sur l'univers notebook. On en a rajouté une deuxième qui s'appelle les drivers. Les drivers, c'est des connecteurs simplifiés à des API, à des outils. Pareil, en low-code. Donc, nas.monoutil.je connecte. Donc, ça, c'est des formules qui sont voulues pour être aussi simples que des formules Excel. En gros, l'idée, c'est que tu t'en rappelles comme tu te rappelles d'un VLOOKUP ou d'un recherche V. Donc, c'est vraiment l'idée de la simplicité de la formule qui permet de facilement créer tes workflows. Et le dernier layer qu'on avait fait avant, du coup, cette nouvelle version de NAS qu'on est en train de développer, c'est les templates. Et on a donc créé une librairie de templates qui sont déjà préécrits avec une logique, un framework qui est tout le temps le même, où les notebooks qui sont écrits d'une manière stricte, non permissive. Parce que le problème des notebooks, c'est que c'est très permissif. Tu peux très vite écrire des trucs n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quel sens. Et donc, nous, pour éviter ça, ben, on a mis en place ce framework. Donc, tous les notebooks sont toujours organisés pareil. Il y a le titre du notebook, l'outil, le verbe d'action, ce que ça fait. Et derrière, ben, on a des tags et on a une structure qui dit input, modèle et output.
Et en gros, tu mets toutes tes configurations en input. Ton modèle, c'est tes transformations, c'est tout ce qui se passe, tout ce que tu fais pour transformer ta donnée. Et ton output, c'est ton graphe, c'est ton jeu de données, c'est ton export Excel, c'est ce que tu veux. Et cette structure-là nous a permis de développer 800 templates aujourd'hui, organisés donc dans un répertoire GitHub qui s'appelle Awesome Notebook. Et voilà, donc on est la plus aujourd'hui, de facto, on est la plus grosse librairie de tout template du monde. Et on est très content d'avoir une bande de contributeurs dont tu as fait partie. Hein, tu as contribué Ouais, sur la partie Google Analytics ouais. et de pouvoir voilà, créer un réseau de gens sympas avec qui on peut maintenir ces templates. Donc ça, c'était NAS V1 c'est un peu l'introduction que je peux faire sur le projet, quoi. Ben ouais, et le fait d'avoir des templates, c'est trop bien parce que quand tu commences, parce que souvent, même si tu trouves pas exactement ce que tu veux, tu peux prendre un template et le modifier un peu. C'est souvent comme ça qu'on commence à programmer. Tu trouves deux, trois trucs similaires. Tu pourrais trouver, je sais pas, là, un input que tu veux avec un autre output dans un autre template C'est ça. potentiellement. Et tu crées un truc avec les deux. Tu peux aussi utiliser les templates comme ils sont là, mais ça permet aussi d'arriver à tes fins qui sont peut-être un petit peu différentes Ça de manière plus rapide, quoi. C'est à éviter le Stack Overflow, copy-paste avec le code qui marche pas, Ouais. etc. Là, nous, on maintient ça, donc on s'assure que ça fonctionne dans la plus grande majorité des cas, quoi. Après, il y a des versions glitchantes, des trucs, il y a forcément à la marge des trucs Ouais. qui fonctionnent pas, mais globalement, tu as une bonne base de démarrage pour faire ton projet data. Voilà. Et là, avec ces 800 templates, as-tu envie de fine-tuner GPT-4 pour en créer des nouveaux? Honnêtement, tu pourrais Ben, en fait, potentiellement, hein? tu as totalement raison. En fait, du coup, si on fait le fast, l'accélération là, jusqu'à Ouais. le tremblement de terre qui s'est passé en- à la fin de l'année Ouais. dernière, qui est ChatGPT, nous, en fait, commencé à développer un business où tu pouvais créer ce qu'on appelle des data products, donc des produits data. Ces produits data, ça permet de combiner plusieurs templates entre eux pour créer des workflows automatisés sur des logiques business. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne fait pas de la science pure et dure, on fait du business, de l'application business. C'est création de contenu, grosse marketing, de la vente, des opérations, de la finance, de la récupération de données open data. Ça, c'est des trucs qui nous animent. Il y a 6 fondations, en gros, 6 domaines qui nous sont très proches, qui nous sont, on focus que là-dessus quasiment. Après, les templates, il y en a dans d'autres secteurs, mais nous, c'est vraiment l'équipe NAS, elle est vraiment focalisée sur ces trucs-là. Et, euh, et donc, le problème qu'on avait, c'était que on, on, on avait, si tu veux, des sujets de distribution de nos outputs, parfois dans Power BI, parfois dans Notion, parfois dans X, parfois dans Y. Quand on a vu ce truc arriver, ChatGPT, on a tout de suite pensé à utiliser les modèles de langage pour déjà distribuer nos outputs, nos graphiques, nos images, etc. Donc, on se dit, si on met de la data dans ces messages et qu'on utilise les capacités de langage des language models pour pouvoir avoir des conversations avec ta data, on solutionne un problème capital, je trouve, dans les entreprises, qui est, tu as les analystes qui créent des dashboards et des graphiques dans tous les sens, Ouais. et puis des fois, tu as des questions annexes. Donc, tu as le déterministique, comme on dit en anglais, il y a des analyses déterministiques qui sont préparées à l'avance, qui sont du pré-processing. On pré-processe les graphes et tout, on fait les dashboards, c'est génial. Et puis, il y a toutes les questions qui arrivent à côté. Donc, si tu joues avec le langage modèle, tu peux te permettre de répondre à des questions qui ne sont pas prévues par les graphes. Donc, on a tout de suite imaginé un workflow où, allez, j'y vais, je discute avec ma donnée de mon CRM, j'ai déjà des graphiques qui vont sortir, et puis si j'ai des questions sur des trucs qui n'ont pas été préparés par mon analyste, eh ben, je peux utiliser le modèle de langage. Et donc, ça a vraiment permis de terminer la vision qu'on avait de relier vraiment les
les consommateurs de données et les producteurs de données, quoi. Les producteurs de données, c'est des analystes, c'est des gens qui font les scripts, qui produisent les dashboards, etc. Les consommateurs, c'est les directeurs, les managers, etc. Notre plateforme V2, NAS, elle rajoute à ce qu'on a fait en premier un clone à ChatGPT. Euh, c'est le MyChatGPT, quoi. Et Ouais. on peut derrière s'amuser à utiliser les notebooks et la capacité de NAS, de scheduling, d'automatisation, pour pouvoir distribuer en automatique dans une interface qui est similaire à ChatGPT, les insights business, et donc d'avoir ce workflow où le manager va venir se connecter à cette interface, va venir discuter avec sa donnée sales, sa donnée vente, sa donnée, etc. Et puis s'il y a un problème ou il y a un besoin, on va pouvoir faire une demande dans l'interface pour pouvoir créer une issue sur GitHub dans le projet en question. Et donc, ça facilite vachement le workflow parce que les analystes en général, ils sont. C'est dur quand tu es un Ouais. analyste et que tu développes des dashboards, c'est trop dur de prendre des retours et de dire non, ça c'est pas bon, est-ce que tu peux m'envoyer ça sur Excel, est-ce que tu passes du temps à faire ça, c'est dur. Donc, si tu te dis, ok, je fais juste un graphique ou deux, je le distribue dans ce chat GPT-like interface, et derrière, si les gens ils ont des problèmes ou des questions, et ben, depuis cette interface, ils vont pouvoir me créer des issues dans mon répertoire GitHub et je vais pouvoir du coup versionner mon projet, le faire avancer donc facilement, etc. Donc on est obsédé là sur la V2 de NAS par rendre ce workflow super simple quoi. Et effectivement, tu le disais avec au tout début, ça c'est vraiment sur quoi on s'est focalisé. Mais ce que tu dis juste avant sur tu pourrais en faire plus de templates avec ChatGPT, etc. Bah ouais, en fait, ça c'est l'aval et l'amont. Enfin, c'est plutôt Ouais. ce sujet-là, on a commencé à le toucher du doigt parce qu'on a commencé à générer des notebooks en automatique déjà pour créer plus de notebooks. Donc depuis qu'on utilise ChatGPT, on a fait une courbe exponentielle tous les Ouais. mois en facilité de production. Mais on se dit que aussi, à terme, le vrai truc fou, c'est de utiliser notre répertoire pour fine-tuner un modèle spécifique qui connaît tous ces notebooks-là et qui, du coup, va pouvoir te créer des applications, des data products, comme on disait, de manière naturelle, quoi. Donc, je fais une requête, fais-moi un data product qui récupère mes données de Medium et puis qui me les envoie en automatique par email tous les jours. Et ben, il va pouvoir prendre les templates, les combiner, créer le code, te le mettre sur le repo et te dire, OK, c'est bon, tu n'as plus qu'à vérifier. Et toi, en tant que développeur, tu peux analyser beaucoup plus, prendre le temps de te poser avec la personne qui a besoin du projet. Moi, je pense que c'est génial parce que ça permet vraiment de passer plus de temps entre humains à se parler et à faire des trucs Ouais. ensemble. Et voilà, c'est ça qu'on a l'ambition d'un peu de révolutionner, quoi. Je t'avoue que ça, c'est un truc, pour moi, c'est révolutionnaire comme workflow, quoi. De faciliter comme ça les, la collaboration entre des techniques et des business. À l'ère de l'IA, c'est la priorité numéro un, quoi. Tu vois. Parce que tu sais, ce que tu disais par rapport à tu crées des graphiques, là, les gens ont des questions, c'est tout le temps. Tu sais, c'est pas quelque chose qui arrive une fois de temps en temps, c'est que tu présentes quelque chose, et là, C'est quelqu'un te demande systématique. et ce truc-là, parce qu'on dirait que plus que tu en présentes, en plus que les gens se posent des questions, et genre, c'est un Ah peu ouais. infini, donc du coup, tu peux jamais avoir tout. euh, à moins que tu aies une mémoire de dingue et que tu as fait une exploration des données de 8 jours, ou j'en sais rien, mais d'avoir justement une façon explorative, c'est quand même assez fou. Tu penses quoi de Code Interpreter? Pour les gens, le Code Interpreter, c'est pas vraiment un plugin en tant que tel parce que c'est pas une tierce partie, mais c'est nouvelle caractéristique, un nouveau feature de ChatGPT qui permet en fait d'aller mettre tes données dedans et il peut faire l'analyse de données pour toi. Donc, il peut coder pour toi et utiliser, par exemple, tes données. Euh, Penses-tu qu'à un certain point, il n'y aura plus justement l'analyste et ça va être le manager ou le Ouais, ouais. consommateur? Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que il faut être réaliste. Les gens, ils parlent à des gens. Les gens, ils ont confiance.
en des gens. Ouais. Donc, ok, ça peut être marrant pour explorer tes données, pour te donner des idées sur comment faire des analyses, parce que ce que ça permet de te donner des axes d'analyse. Et donc, ce qui est hyper intéressant dans ça, c'est, ah, bah, je regarde toutes les colonnes, avec ces colonnes, tu pourrais faire ça, 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 ça. Donc, ça peut vraiment donner des idées aux analystes. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais donne ça à des exécutifs. Ils vont en faire quoi de ça? Ils vont me dire, OK, mais donc, je peux le croire, pas le croire, et ça, le modèle, il peut pas répondre. Ah, Donc, tu peux envoyer n'importe quel fichier Excel à l'intérieur. Ce que le directeur de ton entreprise, ton directeur financier, ton directeur marketing, ce qu'il veut, c'est avoir confiance dans cette donnée qu'il va récupérer. Ça l'amuse pas plus que ça d'avoir un truc où tu mets un fichier Excel, tu as des graphiques qui sortent. Il ouais. s'en fout complètement, en fait. Fondamentalement, c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est savoir s'il peut avoir confiance dans ces données-là, ce qu'il doit faire en premier, euh, et à qui il doit parler si jamais il a plus de questions ou s'il y a besoin d'aller creuser des sujets. Donc, il faut voir un truc, c'est que les LLM, c'est bien, mais si c'est pas intégré dans les workflows des entreprises, ça sert à rien. Ouais. Ça, c'est Ça certain. va pas changer. Ça va pas changer fondamentalement la face du monde, les LLM. Mais C'est quand ils vont être intégrés dans les workflows des entreprises, on va avoir des entreprises qui d'un seul coup vont être surproductives. Elles vont pouvoir faire fois 10 ce qu'elles faisaient avant avec le même nombre de personnes. Et c'est pas une question de réduire le nombre de personnes, parce que personne n'a envie de réduire les gens dans son équipe. Enfin, tu vois, il y a aucun chef d'entreprise qui a envie de virer des gens. Mais par contre, tous les chefs d'entreprise ont envie de faire que leur entreprise, elle soit puissance 10. ouais. Donc, si tu mets les chats GPT, etc., dans les mains de toute la boîte, que le gars du marketing il en fait, que le gars du sales il en fait, que tout le monde en fait, bah tu crées une boîte de stars, quoi. C'est des gens par rapport à la moyenne des gens qui sont autour d'eux dans leur secteur, dans leur région, etc., il y a des avantages compétitifs de fou à créer, quoi. Ben, C'est c'est ça ça, ma c'est vision. toujours sur la question, ben, tu peux faire deux, tu sais, tu peux soit créer beaucoup plus, soit créer beaucoup mieux. Puis tu peux faire les deux, j'imagine aussi, mais effectivement, là, c'est pas une question d'en faire moins. Les humains, on veut jamais vraiment en faire moins de toute manière. Ben C'est non, comment on peut non. en faire exponentiellement Plus, plus. On a des défis qui s'en viennent probablement aussi avec le climat et tout. Donc, on a besoin il y d'être a capable d'en faire plus, tu sais. Il y a du boulot, quoi. On a des problèmes à régler dans ce monde. Ouais, c'est ça. Non, on va pas manquer de Pas de travail problème à bientôt. Tout le résoudre. monde travaille trop, tu sais. Même si on pouvait tous travailler un petit peu moins et en faire plus. Euh, C'est ça. Alors ouais, ça c'est un autre aspect du truc. C'est que effectivement, si d'un seul coup tous les gens de ton entreprise se mettent à utiliser les langages, les LLM, et que tu te retrouves à augmenter ta productivité de fou, bah tu peux aussi changer ton modèle social et, et, et faire ce que le capitalisme n'a pas réussi à faire, où en fait, bah tu sais, quand on a fait des économies d'échelle avec les machines, ouais. les gars, ils disaient, bah non, je vire deux gars et du coup, je gagne plus parce que du coup, les machines, elles permettent de faire le truc. En fait, vu j'espère que les gens, ils ont un peu compris de ces erreurs-là. Là, l'idée, c'est, je garde les mêmes gens, mais je leur permets de vivre mieux, de vivre bien, d'être content de venir au boulot, d'être super motivé. Et je leur donne peut-être une journée ou deux de plus, parce que du coup, je fais autant de marge qu'avant avec le même Ouais. truc. Moi, j'espère, c'est un peu utopiste peut-être, mais j'espère qu'il y a des chefs d'entreprise sur cette planète qui vont se rendre compte que s'ils veulent continuer à travailler avec leur équipe et faire des trucs cool avec eux et progresser toujours. Parce que comme je te dis, moi, je connais plein de chefs d'entreprise, il y a personne qui aime virer des gens, à part vraiment, il y en a des grands méchants qui s'en foutent, Les mais il y en a pas psychopathes. des psychopathes. Il y en a pas tant que ça, en fait, tu vois. Mais le problème, moi, je pense, Ils aiment c'est l'entreprise qui sont en bourse. Tu sais. Moi, j'ai confiance à, comme tu dis, les entreprises, même les PME, la quoi. moyenne, ouais. Mais c'est pas nécessairement petit, une PME. Ça peut même être une grande entreprise qui est pas en bourse. J'ai quand même confiance. Mais à partir du moment que tu es en bourse, tu dois faire des rendements. Et Ouais, voilà. Hein, après, c'est le casino, quoi. euh,
Après, quand tu es sur le casino, bah ouais, tu es obligé de jouer comme de faire du gambling, quoi. Après, c'est même plus du business, hein, c'est des paris, quoi. Tous C'est les des trois paris mois, tu sportifs, quoi. dois, tu dois faire ça doit aller mieux. Euh, Ouais. mais justement, là, parce que le grand challenge, d'après moi, en ce moment, par rapport à ChatGPT, bon, c'est que ça vit un petit peu dans sa petite boîte sur chat.openai.com. Mm. Puis ce que je comprends, c'est que vous voulez justement, grâce au notebook, être capable d'aller connecter le truc, les inputs et après ça, les outputs à l'interface chat. Ouais, bah, c'est ce qu'on fait déjà, là. On crée dans les domaines que je te disais là. Donc, création de contenu, grosse marketing, sales, opérations financées, open data, nos 6 piliers. On Ouais. crée des foundation engine, donc des moteurs fondationnels qui vont nous permettre de créer des exemples pour que les entreprises elles puissent forquer le projet et l'adapter à leurs besoins. Donc, on va montrer, ça va être des gros exemples que nous, on va utiliser pour nous. Donc, on va dire, regardez, nous, on utilise ces 6 trucs-là comme ça. Ouais. C'est ça qu'on, là, on récupère les trucs de LinkedIn, de TikTok, de trucs et on fait une agrégation et on met ça dans notre feuille de mise à jour de notre business plan et on va expliquer en fait ce qu'on fait là autour des six moteurs et ces moteurs-là, ils génèrent des données chaque jour et tu peux venir les consommer avec un système d'agent, quoi. Donc l'agent, c'est le LLM plus ta donnée qui te permet de OK. discuter comme si tu avais un agent dessus. Et ouais, donc les notebooks nous permettent, en fait, les notebooks, mais surtout l'infrastructure NAS qu'il y a derrière avec les formules scheduling, etc., qui permettent Ouais. de rendre le notebook beaucoup plus interopérable. Bah, ça nous permet de faire des trucs super, super fun, quoi. Là, on est vraiment super excités de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est un peu recherche et développement. Là, on est en phase d'alpha. On a même pas, les gens qui étaient dans la V1, ils ont accès déjà, mais on n'a pas trop encore expliqué tout. Là, on va vraiment ouvrir, bah, aujourd'hui ou demain, on va ouvrir l'accès à la V2 et on va expliquer ces fameux moteurs. Mais l'objectif, c'est vraiment de donner l'exemple en open source de ce que nous on fait. Et après, de laisser les entreprises s'approprier ça et d'utiliser la banque de templates qu'on a créée pour dire, bah, ouais, moi, je vais prendre ce template-là, je vais l'ajouter, je vais combiner ce truc-là, je vais faire ça. Et de créer, en fait, sa propre intelligence business par domaine d'expertise, quoi. Ouais. Et, euh, et ouais, l'objectif, c'est de dire, demain, je suis une entreprise bah, de n'importe quoi, hein, de, de, de BTP, mais je fais du contenu parce que sur les réseaux comme ça, je suis vu, etc. Et ben, je peux avoir mes propres moteurs intelligents qui vont vraiment me correspondre à mon style, à moi. Ou dans ton template, par exemple, de génération de contenu, tu auras ton prompt à toi, ton prompt Ouais. qui va dire, moi, je suis une boîte de BTP qui travaille dans le secteur de Québec, bah, j'ai tel type de client, il faut que mes clients ils sont intéressés par ça, 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 fais-moi un plan de contenu sur 30 jours pour intéresser ou créer de la, créer de l'awareness ou sur tel sujet d'isolation pour l'hiver, sur des techniques d'isolation, ou comment, tu vois, ces trucs de customisation, c'est vraiment la tête des entrepreneurs, c'est qui va permettre de faire ce truc-là. Il y aura des centaines de versions de ça, parce que ça correspond à chaque fois à comment le PDG ou l'équipe, elle pense le sujet, quoi. Et Ouais. là, tu rentres vraiment dans là, c'est quoi l'avantage compétitif dans une entreprise? C'est les gens. Et c'est comment les gens ils réfléchissent entre eux. Et c'est comment, quand tu associes d'autres gens ensemble, ils arrivent à faire des trucs qui font que le business il tourne et qui permettent de donner à manger à tout le monde, quoi, tu vois. Et moi, j'espère vraiment qu'on va réussir à sortir de cette boîte noire qui s'appelle OpenAI, alors qu'en fait c'est Close AI, et qu'on va, tu vas réussir à proposer une alternative à ce que eux ils font, parce que si c'est pour faire un truc à la Apple, où tu sais, l'Apple Store Ouais. il est bridé,
pas trop développer ton application, tu te retrouves par faire des contournements pour Et c'est hyper cher aussi, hein, le Apple Store. ça va être cher et ça va être chiant surtout. Ouais. Ça va pas être très marrant, quoi. Crois-tu, ben justement, on peut faire un petit pont vers, par exemple, Llama 2, des trucs comme ça, des modèles open source de AI. Penses-tu que Mm. c'est l'avenir? Ouais, bah oui, complètement. Mais qui l'eût cru, quoi, que ce soit Mark Zuckerberg qui joue le good guy dans Ben, le dans good ce guy, jeu. on sait pas, hein, Non, c'est en tout cas, il vraiment. le joue. Ouais, En tout cas, ouais. il joue le good guy, quoi. Ouais. Euh, j'aime bien l'idée, bien sûr, nous, on est open source, donc les modèles open source, c'est intéressant, mais en fait, c'est pas vraiment open source, Lama. C'est Mais Llama 1 a leak. C'était pas. ouais, mais c'est pas vraiment open source parce que bon, peut-être que c'est intéressant de discuter de ça, mais dans les modèles de langage, en fait, c'est quoi un modèle de langage? C'est peut-être ça, c'est intéressant d'expliquer comment Ouais. c'est composé, quoi. En fait, à la fin, le résultat, l'output d'un modèle de langage, c'est un fichier binaire. C'est des 0 et des 1 dans un fichier. Et donc, du coup, ça permet quand tu le requêtes, ça permet de faire des trucs. Donc, pour ça, il faut du code. Donc, et il faut de la data, donc des datasets, et il faut des weights, Ouais. donc des poids. Et en fait, les poids, c'est ça qui fait la qualité du modèle, Ouais. globalement. Enfin, il n'y a pas que les poids. Il y a les poids et ce qu'on appelle le renforcement, le renforcement humain qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais quand le truc il est déjà déployé, ils vont le retrain, etc. Mais globalement, en entrée, en input, tu as des datasets et Ouais. des poids. Après, en modèle, bah, tu as du code qui va prendre ces trucs-là et en fonction des poids, par exemple, tu vas mettre Wikipédia plus important que ce qui se passe sur si tu prends tout Internet. Tu Ouais. vois, tu dis bah Wikipédia c'est plus important que ce qui se passe sur des sites bref n'importe quel site qui sont pas fiables quoi. Ouais. Et donc tu vas mettre des poids comme ça va permettre d'entraîner ton modèle. Comme ça, tu es sûr que quand tu poses des questions, bah c'est moins ça va être plus orienté vers ce qu'il y a dans Wikipédia parce que c'est plus sûr. Et les poids dans Lama, ils sont pas encore open source. Enfin, du moins, moi, j'ai appliqué au truc, j'ai candidaté pour récupérer les poids et tout ça, et c'est pas encore tout à fait transparent, quoi. Donc, c'est bien, ils ont une licence Oui, oui. commerciale, le code, il est là, il y a des trucs, mais on n'est pas encore rendu à ça. Et il y a des gens dans le monde de l'open source qui débattent du fait de dire que ce modèle, il est vraiment open source. Et qui débattent aussi sur le fait que les poids doivent être open source. Ouais, ouais. Peut-être que Ben, tu ton code, ton dataset, parce que le open source, la base de l'open source, c'est le code, il est visible, pas les datas. Et les poids, c'est des datas, si tu veux. puis Euh, potentiellement même que tu voudrais, je sais même pas s'ils ils l'ont ouvert, mais techniquement tout le code qui a servi à entraîner le modèle, je sais même pas si c'est ouvert ou s'ils ont juste donné le modèle à la fin, là. Je sais bah, que il y a une partie il y a une partie du code pour pour réentraîner le modèle qui est disponible, ouais, mais c'est un réentraînement. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de zones. Il faut vraiment essayer de comprendre comment c'est foutu un LLM, parce que bah, tout n'est pas vraiment open source. Et tant que tout n'est pas vraiment open source, bah, si tu veux, si tu me donnes tout le code, mais que tu me donnes pas les points, ça veut dire qu'en fait, je pourrais jamais avoir la qualité de langage ou d'interaction que j'ai avec la main tant que j'ai pas les poids. Donc, en fait, tu me donnes pas vraiment toute la capacité de faire ce que je veux, quoi. Donc, il faut faire attention avec les modèles de ouais. langage. Et moi, ce qui me fait rire, par contre, sur le truc d'open source, c'est que là, tu vois, il y en a à tout va, quoi. Il y a plein de modèles d'open source comme ça qui tournent, etc. On en voit tout le temps des nouveaux modèles et des trucs, mais à la fin, qui a vraiment essayé? Qui a vraiment validé que ça marche? Moi, je te dis, j'ai passé du temps dans les modèles à tester des trucs. Bah, franchement, il y a des fois, les modèles, ils sortent rien. Tu vois, c'est Ah des ouais. demi-phrases, c'est des présentations qui sont encore un peu alambiquées. Franchement, j'en ai testé un paquet, mais OpenAI, ça reste, il n'y a pas à dire, ça reste le truc le mieux en termes de qualité des interactions que tu peux avoir avec.
Alors, Llama, on est en train de tester en ce moment. C'est Ouais. vraiment pas mal, mais c'est un peu verbeux. Du coup, pour un truc où OpenAI, enfin, où ChatGPT, il te dit 5 lignes, Llama, il va te dire 10 lignes. Donc, c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui était un peu bourré et qui te racontait toute sa vie, alors que tu as besoin juste tu vois, d'avoir la réponse rapidement, quoi. Donc, tu vois, T'as essayé Google Palm 2? bah non, j'attends l'accès. OK. Mais ouais, je vais essayer progressivement les différents trucs. Bah, il y a Bard, il y a pas mal. Ben, Palm Voilà. 2, en fait, c'est le modèle, c'est comme un peu GPT-4 pour ChatGPT, là. C'est techniquement l'API qui te permettrait Ouais. Mm. de répliquer Bard. Pour Google, ouais. Ouais. Vous avez piqué Et, Bard, ouais. ben, c'est un des bons aussi, là, parce que je suis assez d'accord avec toi là, pour avoir essayé quelques modèles sur Hugging Face, qui est comme un marketplace de modèles open Ouais. source, qui est pas mal Hugging Face dans l'idée, en fait, là, C'est très bien, hein, c'est ouais, super. ouais. C'est super. Après, c'est vraiment une bibliothèque, mais qui est pas encore orientée vers le business. C'est vraiment Ah non. scientifique, quoi. C'est vraiment de la. Si tu mets Hugging Face dans les mains d'un directeur financier, d'un directeur marketing, et tu lui dis, vas-y, c'est là-dedans que tu vas trouver les choses qui vont te permettre d'augmenter ton business, bah, c'est trop brut encore. Il faut encore un niveau au-dessus de C'est ça clair. pour que ce soit. Et c'est ça que nous, on Ben, veut faire, en fait. Tu vois, c'est cette couche business de plus, finalement. couche d'abstraction. J'ai pas assez essayé Exactement. GameFace. Je sais pas si. Même, honnêtement, même OpenAI, parfois, tu as des problèmes avec l'API pour quand tu as un truc en production. Hugging Face, je peux pas croire que tu pourrais vraiment créer un produit à l'échelle là, qui a des millions d'utilisateurs sur certains de leurs modèles. J'aurais Bah, peut-être en des fait, ils ont un réserves. modèle d'entreprise, mais le modèle d'entreprise, il peut vite te coûter cher. Ouais. Euh, et, euh, et ouais, en fait, voilà, moi, je suis un peu provocateur, donc tu sais, j'ai envie de dire, bah, j'ai envie de voir plus d'applications business. C'est là-dessus qu'on bosse, tu vois. Nous, presque, on s'en fout des modèles bruts, tu vois. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. C'est est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose qui sert pour des entreprises qui rentrent dans des workflows de gens qui travaillent déjà comme ça, qui ont déjà leur workflow et qui viennent s'adapter à leur workflow, tu vois, qui viennent Ouais. rajouter des trucs et tout ça. Ça, pour moi, c'est le truc le plus important parce que, bah, comme je te disais, moi, je viens pas de la tech. Je suis pas un ingé, je suis un gars qui a appris à faire de la finance et de la gestion, quoi, et du marketing. Donc, ça m'intéresse parce Ouais, que je suis ben, passionné. mais justement, Mais si Hugging Face, t'arrives pas une fois sur deux, il fonctionne pas parce que tout le monde tire du jus puis ça c'est pas capable de suivre, ça va pas non plus aider ton business donc à ah suivre non, c'est sur ça. la C'est ça. sur la Et puis tu sais comment capacité. ça marche le business, c'est que si ça marche pas une seconde, enfin j'exagère, mais c'est ciao, quoi. Tu vois, c'est Ouais, bon ouais. bah tu vas pas intégrer, quoi. Et puis s'il n'y a pas des leaders dans la boîte qui montent la voie, c'est compliqué aussi, quoi. Tu sais, je fais une newsletter là que j'ai commencé il y a quelques temps, où je commence à un peu plus écrire ce que je pense et tout ça. Et il y a un truc que je vois tout le temps. Donc, ça s'appelle leandata.substack. .com, Je le c'est mettrai l'idée en lien de ouais. lean data, c'est vraiment, tu sais, comment tu fais avec moins, quoi. Comment tu fais plus avec moins, comment tu maximises tes opérations, tu fais moins de déchets dans ce que tu fais, etc. C'est vraiment ça qui est le fondamental philosophique de ce qu'on fait, nous, c'est vraiment le côté très lean, dry. Tu vois, en programmation, on dit dry, don't repeat yourself. Fait des trucs. Ça, c'est vraiment nos bases philosophiques. Et j'expliquais là-dedans un cas qu'on a eu il n'y a pas longtemps où tu as toujours le last mover, quoi. Donc, si tu fais pas dans une entreprise, si tu fais pas bouger le last mover, le mec, eh ben, ta boîte, elle avance pas. Donc, tu as toujours un mec dans l'équipe qui veut pas le faire, qui est pas prêt, qui est pas convaincu, qui trouve que c'est nul, qui trouve que c'était très bien avant. Eh ben, c'est ce gars-là, en fait. Tant que ce gars-là, il est pas convaincu, ça va être trop dur de l'intégrer ça dans ton business. Ouais, Et c'est il comme faut la vraiment, chenille, là. La tête de la chenille peut avancer, mais si derrière sa queue avance c'est ça. pas, ben, tu sais, puis quand dans l'entreprise, justement, si c'est le premier et le dernier sont trop loin,
ben là, ça commence à être compliqué parce que j'ai déjà, Ah, bah ouais. ma copine travaillait avec un mec qui faisait, avant chaque meeting, faisait tout imprimer les fichiers Excel, arrivait avec ce papier. Ben, tu peux plus bosser avec parce que le temps qu'il te fasse imprimer, il avait changé, il avait changé les Ouais, cellules et lui était comme, ben, je vois pas ces chiffres-là, ben, on n'est ouais. plus, c'est pas. Ouais, je les ai connus, hein. Les gars qui impriment les fichiers Excel sur des feuilles A3 et qui les jettent à la sortie de la réunion. Donc, Très c'est écologique l'horreur. aussi. Ouais, ouais. Et du coup, Et, tu vois, vous voyez où NAS dans 2, 3, 5 ans? C'est quoi le futur? Qu'est-ce que le futur vous réserve? ben, je sais rien, mais en tout cas, ce qu'on a envie de faire, c'est une alternative à OpenAI d'un point de vue business, quoi, où tu peux vraiment créer tes plugins, etc. On a envie de vraiment que il n'y ait pas que des trucs close source et des trucs de grands groupes qui soient disponibles sur le marché, tu vois. Ouais. Nous, on veut rester une petite boîte. Notre ambition, c'est de rester une boîte relativement petite, mais d'avoir plein de contributeurs et de gens qui sont intéressés par développer du business. Parce que tu vois, quand je te disais, si tu imagines que nos fondations engine, là, nos moteurs de base, si tu viens les customiser, ben, tu as besoin d'une relation humaine. Donc, tu as besoin d'une personne. Nous, on est en France, tu vois, et un peu en Espagne, Ouais. et on est complètement en remote. Mais moi, je vois le développement de NAS par région, avec des partenaires qui connaissent des entreprises, qui vont leur montrer ce que c'est possible de faire avec nos moteurs fondationnels là, et de projeter les gens là-dedans et dire bah, est-ce que tu voudrais que je te l'installe et qu'il y ait une relation qui se crée avec bah, du coup des professionnels de la data quoi, des gars qui sont en freelance ou qui deviennent du coup nos partenaires et qui viennent installer ça dans des différentes boîtes. Ça, c'est mon objectif. C'est que du coup, on grossisse de manière décentralisée et que bah, tu vends une customisation de l'engine, etc. Bah, tu as une super belle commission sur la vente parce que du coup, bah, c'est toi qui gères le client, c'est toi qui le développe, c'est ton client en fait. Nous, on donne juste une base de travail sur laquelle tu peux te reposer et où tu n'es pas tout seul. Moi, je crois vraiment, tu vois, l'indépendance des gens et le fait que chacun doit pouvoir monter son propre business s'il le veut. Que Ouais. je suis pas du tout fan du modèle 9h, 5h dans un grand groupe. Je préfère les gens libres et qui soient en capacité de gérer leur emploi du temps comme ils veulent, etc. Mais tu vois, qui sont motivés, quoi. Par contre, qu'on la dalle, quoi, qui ont envie de se dire, ouais, j'ai envie de Ouais. développer des trucs, tu vois, je suis des passionnés, quoi, des mecs qui ont faim pas que d'argent, mais tu vois, de découvrir des nouveaux trucs. Pour moi, ce GPT, là, et c'est les Transformers, ça va vraiment transformer la société. Ouais. C'est pas des blagues. Et on est en train c'est c'est la plus gros chamboulement technologique qui a jamais existé. Tu vois, c'est de la taille de la machine à écrire en termes de bouleversement technologique. Donc, Potentiellement plus gros qu'Internet même. Donc, potentiellement, oui, parce que une fois que ces modèles de langage ils sont open source et qu'ils sont, tu vois, il n'y a plus besoin d'être connecté à Internet en vrai. Tu vois, ouais. ça peut tourner dans un serveur chez toi et t'as ton propre télé, tu vois. T'as un gars qui s'appelle, je sais plus, George, je sais pas quoi, il travaille sur une boîte qui s'appelle Tiny Corp. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu ça. Lui, il veut créer des box qui sont des serveurs où tu as des LLM qui vivent dedans, que tu peux brancher sur ta prise réseau et qui vont s'entraîner en permanence sur toutes les informations que tu vas pouvoir leur donner. Et c'est pas connecté à Internet. Enfin, c'est Ah connecté ouais, à non. Internet par les informations que tu veux, mais en fait, globalement, c'est un hardware, quoi. C'est un vrai, c'est un matériel donc, tu vois, ouais, ça peut être plus gros que l'Internet parce que ça n'a pas fondamentalement besoin d'Internet. Ça a besoin juste de données. Ouais, ben c'est ça, parce que fondamentalement, pour les gens qui écoutent, quand tu vas sur le site d'OpenAI, oui, tu as besoin d'Internet parce que tu te connectes à leur serveur,
Mais si tu avais sur ton ordinateur le modèle, tu pourrais interagir avec comme tu interagis avec Excel sans avoir besoin d'Internet. Tu pourrais être C'est ça, dans l'avion et il n'y a aucun problème. c'est ça. Justement, j'ai pris l'avion dernièrement, puis je me sentais seul sans ChatGPT pour répondre à mes questions. À tes questions incessantes. Ouais, qu'est-ce que je vais Ouais. faire? Et donc maintenant, ouais, moi je l'ai mis la masse sur mon ordi. J'ai un Mac là, avec une puce M1. Et Ouais, ouais, tu peux le mettre dessus, quoi. Donc, mais encore une fois, c'est brut. C'est un truc brut. très C'est pas brut. Mais encore ton truc. C'est pas encore customisé avec tes données. C'est pas encore, tu vois. C'est là où c'est excitant. C'est qu'il y a plein de nouveaux trucs à aller créer autour de ça et de créer ta propre version, ta propre IA, en fait. Globalement, si on résume, c'est ça. C'est comment, à l'échelle d'un individu ou d'une entreprise, on peut permettre de développer son clone digital. Mais pas le clone digital qui est entretenu et où il y a des gens qui font de l'argent sur ton dos dessus. ouais, Le genre le tien, tien. Ouais, ouais, ouais. le tien à toi, avec tes données, avec tes trucs secrets à toi, même tes notes secrètes que tu veux que personne sache. Comment tu fais pour que tu aies un truc qui tourne? Moi, j'écris des tonnes de trucs que jamais personne va lire, mais j'aimerais bien que, quand même, tu vois, il y ait quelqu'un qui m'aide à me rappeler où est-ce que j'avais écrit ce truc ou à m'aider à développer des idées que j'avais commencé à développer, mais que j'avais pas continué à faire, tu vois. Ça, c'est vachement excitant, quoi. Penses-tu qu'on va, parce que tu sais, pour, euh, pour résumer le ChatGPT par rapport au modèle précédent, la grosse différence, c'est ils ont fait du renforcement avec des humains littéralement qui disaient voici une bonne réponse, Ouais, voici une mauvaise réponse. Et ça l'a vachement amélioré la qualité des résultats, potentiellement plus même que. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une plus grosse différence avec le renforcement humain que de 3,5 à 4, par exemple. Cette partie-là de renforcement humain faisait que la réponse était je suis d'accord. digeste pour nous. Est-ce que ça va être ça qu'on va devoir faire? Chacun va avoir son petit IA et va y renforcer. Voici quelques Totalement. réponses. Totalement. Parce Mais tu sais, quand je t'expliquais tout à l'heure le workflow qu'on veut faire en entreprise, nous, avec, tu sais, tu distribues ta donnée, tu as ton graphique et tes données, etc. Et après, tu dis, ouais, c'est bon ou non, c'est pas bon. Et tu fais un ah ouais. feedback et ça t'envoie ça à ton analyste. C'est cette boucle-là, en fait. Ah ouais, ouais. C'est ce truc-là. C'est la même chose. C'est le même système. C'est un système de renforcement. Et je pense que, ouais, je pense que c'est ça qu'on va devoir faire. Comme un Et que peu du sur coup, tout le monde pas tout le monde utilise YouTube, mais ceux qui utilisent YouTube, on voit pas toute la même chose, on n'a pas écouté la même vidéo, tout sur ce genre d'algorithme-là, on finit par par renforcer les algos à agir avec nous différemment. hmm, Dans ce cas-ci, espérons justement que personne ne fera de la publicité dans notre petit IA bah personnel. ouais. Ça serait quand Ben même ouais, dingue. mais c'est pour ça que c'est capital d'avoir une alternative à ces grandes corporations en bourse, on en parlait, Ah ouais, où tu peux pas vraiment les croire, tu mais vois, non. il faut que tu puisses avoir un peu la main sur le truc, quoi. Ouais. C'est un peu comme, tu vois, tu sais, avant, bah, maintenant c'est plus trop le cas, mais avant les voitures, tu savais comment ouvrir le capot, tu savais c'était quoi les pièces, tu pouvais changer les pièces si tu avais besoin de changer les pièces. Ah oui. Euh, Avec Tesla, c'est le pire. C'est vraiment là, tout fermé. Et genre, c'est hyper dur, même pour quelqu'un qui s'y connaît bien en voiture, qui a tous les trucs là, de réparer sa propre voiture. C'est hyper complexe. ouais, c'est ça, entretenir sa propre maison, faire son propre jardin, tu vois, c'est ces trucs-là qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir être libre et autonome. Mais pourquoi faire Et ça quand si Google peut tout le faire pour toi et te vendre des produits? je sais pas. Ça dépend de à quel point tu as la flemme ou pas Ouais. de faire les choses de manière profonde. Après, c'est vrai que tu as raison. On est toujours, enfin, les humains, ils prennent toujours la facilité euh, par rapport il y a une phrase en anglais qui dit tu prends toujours la facilité par rapport à la sécurité de tes données. En fait, tu choisiras toujours la facilité aux dépens.
privacy, quoi. Mais j'ai tendance à penser que c'était le cas avant, mais ça va être moins le cas dans le futur, parce qu'il y a plus de gens comme nous qui pensons différemment qu'avant. Ben, j'ai commencé à avoir des bons arguments avec mes potes. Là. Moi, je suis pas un grand fan. Je suis pas sur Facebook. J'utilise pas, de manière personnelle, j'utilise pas Google Search, Google Maps et tout. Là. J'utilise Google Cloud avec la business, ça, c'est autre chose. Et mes potes m'ont dit pourquoi? Ben, c'est juste le côté de publicité et tout. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que est-ce que pour entraîner un chat GPT avec mes données et après ça, si un gouvernement étranger, par exemple, voulait utiliser mes données pour appeler la banque ou j'en sais rien, ou écrire un courriel avec mon style, ben, ça devient plus palpable, disons, pourquoi tes données sont privées, sont importantes. Parce que l'argument des gens avant, c'était ben, j'ai rien à cacher. Ouais, ben, Ouais, mais donc dans ces cas-là, maintenant, tout le monde peut générer un faux clone de toi. ben, c'est ça. Là, c'est quand même Ça, problématique. c'est quand même dur. Ouais. Ouais, c'est ça. Usurpation d'identité facile maintenant. Exact. C'est ça. Mm. Donc, du coup, Mm. je pense que cet argument-là commence à être un peu Voilà, plus donc ça, je entendu, tu sais. pense, je suis d'accord. Ouais, je pense que les consciences sont en train de s'éveiller un peu plus, que les gens ils sont en train de prendre plus conscience de ça. Il va falloir encore quelques tsunamis et quelques scandales pour que ça puisse bouger encore un peu plus. Ouais. Mais en tout cas, maintenant, on a les outils pour, pour faire face à ça. Avec les modèles open source, avec les trucs que nous, on essaie de faire, c'est des outils pour ça, quoi. Ouais. Pour que les boîtes, elles soient plus libres, pour que les gens, ils soient plus libres de faire ce qu'ils veulent à leur niveau, sans être si dépendant que ça avec le reste d'un écosystème auquel tu n'adhères pas forcément, quoi. C'est ça, parce que tu sais, aussi aujourd'hui, les gens ne savent peut-être pas, mais quand tu utilises ChatGPT dans l'interface, ils peuvent utiliser ta donnée pour le réentraîner. Et techniquement, Ouais, bon. il faut décocher le truc, mais c'est pareil, il faut aller le Mais décocher, quoi. si tu décoches le truc, après ça, tu ne vois plus tes anciens prompts. Donc, eux, c'est tout ou rien, tu sais. Ils auraient pu te laisser tes anciens. Puis c'est quand même problématique dans le sens que c'est pratique de voir hier ce que tu as écrit et tout. Mais avec l'API, ce que vous avez fait, vous, l'API, disons, Alors, c'est rien. la règle commerciale, ils vont pas Mhm. utiliser des données. Donc, il y a Ouais. cet avantage-là. Écoute, Jérémy, on va terminer là-dessus. Si des gens veulent te rejoindre ou sont intéressés par NAS, où peuvent-ils le faire? Moi, je fonctionne par mail pas mal, donc c'est jérémy@nas.ai, nas, N-A-A-S.ai. Et sinon, c'est Jérémy Ravenel sur LinkedIn et Cool. nas.ai. Voilà. Vous allez tomber sur le search, sur le search de template. Et aussi, vous pouvez candidater aux accès pour la V2, où il y a ce fameux mon chat GPT, quoi. Donc, NAS Chat. Voilà. Puis je mettrai tous les liens en description, votre GitHub aussi avec ces centaines de templates. Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Merci de m'avoir invité. C'était une super conversation. J'ai adoré ça. Top. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du Keb GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager la bonne nouvelle. Je suis un peu le Jésus-Christ de l'IA.
Ouais, pas vraiment, là, mais whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.quebgpt.com, donc QUEBGPT.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain épisode du podcast. Salut là!